rencontre avec le Premier ministre, mais visiblement, l'Ordre national des pharmaciens du Congo ne décolère pas. À quel niveau se situe votre préoccupation? Merci madame. Je tiens d'abord à remercier Sénéca d'avoir invité l'Ordre national des pharmaciens sur ce plateau. En effet, je tiens d'abord à repréciser parce que ça va dans tous les sens. L'Ordre national des pharmaciens n'est pas une association de 1901. L'Ordre national des pharmaciens a été créé et organisé par une loi 012-92 du 29 avril 1992. Le Conseil supérieur de la République a délibéré et adopté. Le président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit. Je voudrais repréciser parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dans tous les sens. Dans son article 1er, il est créé un ordre national des pharmaciens groupant obligatoirement tous les pharmaciens habilités à exercer leur art en République du Congo. Et en article 2, l'Ordre national des pharmaciens a pour objet d'assurer le respect des devoirs professionnels, d'assurer la défense de l'ordre et de l'indépendance de la profession, également de contrôler l'accès à l'exercice de la profession. Voyez-vous? Donc, moi j'ai voulu repréciser ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'existence de l'ordre. Votre rôle. Notre rôle. En effet, l'affaire Magid qui en ce moment crée des soucis, c'est que M. Magid Traoré, vous avez vu que j'avais dit tout à l'heure en article 1er, tous les pharmaciens obligatoirement qui doivent exercer, sont habilités à exercer leur loi, doivent être inscrits à l'ordre. Nous avons notre article 29 qui nous dit, pour exercer son art en République du Congo, vous devez être inscrit à l'ordre. Monsieur Magid Traoré est venu en République du Congo, il est congolais, mais il veut exercer sans être inscrit à l'ordre. Et ça, l'Ordre national des pharmaciens ne peut pas le tolérer. Parce que lorsque vous êtes inscrit à l'ordre, parce que nous avons une déontologie pour cet ordre, la déontologie surveille comment les pharmaciens doivent exercer. Mais monsieur Magid ne peut pas aller exercer sans tenir compte de cette loi. Donc il doit être en dehors de la loi, il ne peut pas exercer. Alors, cette décision de la Cour suprême, est-ce que pour vous, la Cour suprême n'a pas fait son travail en arrêtant, sinon en annulant l'arrêté de l'actuel ministre de la Santé, puisque c'est de cela aussi qu'il s'agit, cet arrêt de la Cour suprême? En effet, l'Ordre national a pensé que M. Abdul Magid n'est pas inscrit à l'ordre et a eu une autorisation à s'installer en République du Congo sans être inscrit à l'ordre. Et cette autorisation également n'a pas eu l'agrément de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voulez vous installer en République du Congo pour exercer votre art en clientèle privée, vous introduisez votre dossier au niveau du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé examine le dossier. Ensuite, il envoie ce dossier à l'ordre pour qu'il vérifie bien ce monsieur est inscrit, il est pharmacien. Est-ce que ce monsieur, les dispositions, parce qu'il y a des dispositions, est-ce que on lui donne, il est installé où par rapport aux autres qui sont déjà installés, et l'ordre donne son agrément. Et le dossier revient au niveau du ministère de la Santé pour que le ministère de la Santé ait maintenant signe par rapport à l'agrément de l'ordre. Or, le dossier de M. Magid Traoré n'a pas suivi ce processus. Pourtant, en 2009, l'Ordre des pharmaciens du Congo donnait un avis favorable selon nos informations à M. Traoré. Qu'est-ce qui a changé depuis là? M. Traoré est un pharmacien. Quand vous êtes par exemple pour M.
c'est un citoyen lambda, c'est-à-dire qui ne connaît pas la juridiction pharmaceutique, qui ne connaît pas le fonctionnement de l'ordre, il peut dire que c'est l'avis favorable. Mais M. Magid le sait. On avait dit, puisqu'il y a des lois, dans 5 jours, il faut donner l'avis. On a dit, bon, pendant qu'on est en train de faire des enquêtes, c'est favorable, mais M. Magid nous a écrit aussi pour nous dire oui, c'est favorable, mais je veux mon numéro d'inscription. Mais M. Magid Traoré n'avait pas encore le numéro d'inscription. Donc tu n'es pas inscrit et avec un numéro d'inscription, tu ne peux pas prévaloir. Un avis favorable, ce n'est pas le numéro d'inscription. Et c'est ce qu'on a fait comprendre à M. Magid. Madame Attal, oui, je voulais expliquer par rapport à ce que vous avez dit. Par rapport à ça, lorsque le dossier de M. Magid, on s'est plaint quand le premier ministre de la Santé avait signé son autorisation, nous sommes partis voir son successeur pour dire non, le dossier de M. Magid n'a pas suivi son cours. Il n'est pas inscrit à l'ordre et son dossier n'était pas venu à l'ordre pour l'agrément. Donc il faudrait revoir cet autorisation. Donc en fait, le ministre de la Santé, dans sa sagesse, a voulu rétablir les choses. Comment ça se passe? Donc il avait demandé, il a interpellé M. Magid Traoré pour lui demander, écoutez, votre dossier n'a pas suivi son cours normal. Donc, reprenez votre dossier, c'est-à-dire, en commençant par votre inscription à l'ordre des pharmaciens et le dossier pour votre installation va suivre. Donc, il a voulu rétablir ça. Mais M. Magid Traoré n'a pas entendu de cette oreille-là. M. Magid a préféré aller porter plainte à la Cour suprême. Et la Cour suprême a délibéré. Mais de 2009 à aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Puisque le dossier de M. Magid est bien arrivé sur la table de l'ordre, est-ce qu'il ne répond pas aux critères ou il y aurait d'autres ramifications derrière? Non, monsieur, c'est seulement l'inscription. Je pense que tout le monde le sait. M. Magid, il fallait qu'il vienne à l'ordre chercher son inscription pour que son dossier puisse suivre. Il n'y a pas d'autre, on ne peut pas dire d'autres ramifications, d'autant plus qu'on n'a pas le dossier. Notre dossier actuellement, c'est que M. Magid Traoré doit avoir son inscription pour pouvoir exercer. Parce qu'il ne peut pas exercer sans être inscrit. Et la déontologie, comment est-ce que l'ordre va le contrôler du moment qu'il n'est pas inscrit? Ce n'est pas possible. Alors votre syndicat, le syndicat national des pharmaciens du Congo, brandit la menace de grève. Est-ce que pour vous, c'est là l'ultime recours? L'ultime recours, parce que, bon, vous savez, M. Magid Traoré, qui veut rentrer dans l'ordre des pharmaciens, par rapport à son inscription, a traîné l'ordre des pharmaciens dans toutes les juridictions. Il est parti partout, que ce soit inspection générale d'État, partout. Donc, nous pensons, ça je suis l'ordre. L'ordre n'est pas un syndicat. L'ordre explique seulement le processus, comment ça se passe, et nous, on n'était pas d'accord que M. Magid puisse s'installer sans avoir son inscription à l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens fait face à plusieurs défis. Il y a la lutte contre les faux médicaments, qui demeure encore un réel problème, une réelle préoccupation. Mais pourquoi on a envie de demander cet acharnement sur cette affaire uniquement? On a l'impression que l'ordre ne communique, ne sort que lorsqu'il s'agit de cette affaire, qui dure pourtant depuis 15 ans. Non, l'ordre ne sort pas seulement pour cette affaire. Si vous avez bien les informations en ce qui concerne les médicaments de la rue, avec le syndicat, l'ordre est sorti. Pas seulement le syndicat, avec la police. Je ne sais pas si vous suivez, il y a des conteneurs de médicaments qui rentrent dans des processus assez difficiles, enfin, pas normal. On détruit les conteneurs de médicaments, des faux médicaments, l'ordre est là. Donc, il n'y a pas que le problème Magid. Le problème Magid, parce que le problème s'est posé. Il y a d'autres problèmes que nous sommes là toujours en train de discuter, ce qui concerne. Alors, comment est-ce que vous comptez contester la décision de la Cour suprême quand on sait que les décisions de la Cour suprême sont applicables à tous? Non.
Nous avons contesté, on n'a pas vraiment contesté, nous avons pensé, puisque la Cour suprême nous a demandé de revenir à l'étape d'avant. Donc l'inscription à l'ordre. L'inscription à l'ordre. Donc c'est ce que nous demandons à M. Magid de venir s'inscrire à l'ordre. Et si M. Magid vient s'inscrire à l'ordre aujourd'hui, est-ce qu'il aura son agrément, son autorisation? Il faut d'abord qu'il s'inscrive. Et le reste, ça va suivre. On fera bien. Je vais finir par cette question. Le Premier ministre a, entre autres, aussi été indexé dans cette situation. Que lui reprochez-vous exactement? En quoi est-ce qu'il fait partie de cette affaire? Monsieur le Premier ministre, c'est vrai qu'on l'avait indexé. Si on l'avait indexé, c'est parce que Monsieur le Premier ministre avait écrit une lettre, on dirait, administrative au ministère de la Santé. Et M. Magid a pris cette lettre, il est parti mettre ça au niveau de la Cour suprême. Alors que c'est une lettre administrative que M. Magid n'avait pas le droit de pouvoir l'avoir. Mais lui, je crois par quel moyen il a eu, mais il est parti bronder que même le Premier ministre, voilà, il donne des injonctions au ministre de la Santé de pouvoir résoudre le problème en ma faveur. Et nous avons dit il a utilisé comme pièce à conviction. Voilà, pièce à conviction. Nous avons trouvé que ce n'était pas pour le Premier ministre, parce que nous sommes une institution de la République, comme je viens de le dire. Et nous avons également demandé de rencontrer le Premier ministre. Il ne nous avait pas répondu. Il ne nous a pas rencontrés. Mais on se rend compte que M. Magid, lui, il a des entrées au niveau de la primature. Et ça, bon, nous n'avons pas vraiment apprécié, il faut le dire comme ça. Et c'est comme ça qu'avec cette lettre qu'il est en train de brandir au niveau de la Cour suprême, et c'est comme ça que, signé par le Premier ministre, c'est comme ça que nous avons eu un petit malentendu. Qui a été dissipé. Qui a été dissipé parce que nous nous sommes rencontrés. Et avec Monsieur le Premier ministre, on était tombé d'accord que nulle personne n'est au-dessus de la loi avec le Premier ministre. C'est un juriste. Il a dit personne n'est au-dessus de la loi et que personne ne peut exercer son art en République du Congo s'il n'est inscrit à l'ordre des pharmaciens. Vivement que cette affaire soit totalement bouclée. Nous le souhaitons vivement également. Merci Madame Atta. Pour la population, parce que ça dépend de la santé de nos populations. On y tient, donc on ne peut pas continuer à travailler, surtout pour un individu, détruire l'ordre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt. Alors, merci. Il n'est pas rare que dans vos discussions entre amis, dans un transport en commun, que la question des nuisances sonores alimente vos discussions. Eh bien, dans le premier arrondissement Makelekele, à Diata précisément, les nuisances sonores sont devenues plus qu'un phénomène qui se répand. À Diata, je l'ai dit, des familles entières sont privées de tranquillité pour cause ces nuisances sonores occasionnées par l'installation d'une kermesse dans ce quartier résidentiel. James Ozil et Magnifique ont fait le constat pour nous. Suivez. Des habitants semble à première vue normal. Seulement, un fait sort de l'ordinaire. Une kermesse implantée en plein quartier résidentiel viendrait rendre inconfortable la vie de plusieurs ménages. La famille d'Ibantsa, victime collatérale de cette kermesse depuis bientôt 2 ans, se plaint des nuisances sonores qui bouleversent, selon ce père de famille, sa quiétude. Que la kermesse se déroule pendant les vacances. Les grandes vacances comme les vacances de Noël. Et je prends le cas des grandes vacances. Ils ont l'autorisation à partir de mai, juin. Jusqu'en septembre, ils débordent même en octobre. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Ils font jouer les orchestres. Ils mettent la musique à un niveau où on ne peut même pas supporter. Et certaines personnes arrivent même à quitter le quartier parce que c'est invivable. Le cas de cette famille est loin d'être isolé. À quelques mètres, une veuve qui aurait perdu son époux à cause de ces nuisances sonores. Le cœur serré, elle témoigne. On n'a pas vraiment la bonne santé parce que ça nous donne des insomnies. Nous sommes déjà des vieilles personnes. Nous sommes malades et ce bruit-là, ces nuisances sonores-là viennent encore accentuer
nos maux dont nous souffrons et on nous précipite à la mort. Ça nous inquiète. Parce que quand ce moment-là arrive, on n'est pas en paix. Vraiment, nous sommes inquiets parce que nous ne dormons pas. Nous ne pouvons pas dormir quand le bruit est là. Ça nous dérange, ça nous met mal à l'aise et ça nous rend malades. Ça nous tue, ça nous précipite à la mort. Visiblement perdus dans cette incompréhension, ces familles s'interrogent sur une question. C'est pas possible. J'ai reproché au secrétaire général et à la mairie d'une manière générale qu'il ne peut pas signer un document sans contrôler l'exécution de ce document sur le terrain. Il devait mettre la police pour voir, mais rien n'est fait. Donc, en réalité, ils ont donné l'autorisation de nous déranger à ciel ouvert, je peux dire. C'est impossible que ce monsieur puisse respecter les conditions, vu d'abord les baffes qu'il utilise et aussi les concerts à ciel ouvert. Les kermesses ne peuvent pas se faire vraiment dans les quartiers, en plein cœur quartier, où il y a la population, des maisons d'habitation. Ce monsieur qui a requis l'anonymat, victime lui aussi de ce boucan, y voit d'énormes enjeux financiers entre les tenanciers de la kermesse et la mairie de Makelekele. Nous savons qu'il y a... L'intégralité de ce dossier à suivre tout à l'heure, juste après ce magazine d'information. Si à Diata, les sommeils sont coupés à cause des nuisances sonores, et bien dans la Likwala, au nord du pays, plusieurs villes sont touchées par les inondations. Une situation difficile que vivent très mal les populations. Victoire Foutimolaka, il est conseiller départemental de la Likwala. Il est avec nous sur ce plateau pour revenir sur cette situation. Bonsoir. Bonsoir Madame Mélie. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Victoire Foutimolaka, nous sommes en saison de pluie, ce qui est normal. Il pleut presque tous les jours sur l'ensemble du territoire, mais le département de la Likwala semblerait être le plus touché. Bon, mais comme j'ai l'habitude de vous dire que la Likwala, c'est un département un peu spécifique, c'est la forêt équatoriale. Et du coup, il pleut pratiquement toutes les saisons dans le département de la Likwala. Parce que dans la Likwala, les pluies commencent généralement autour de mai jusqu'en décembre. Parce qu'actuellement, nous tendons vers la saison sèche. Et il y a eu quelques jours les pluies diluviennes, les grandes pluies à répétition dans la commune d'Ifondo. Et ces pluies ont causé des dégâts. Il y a eu des inondations dans la ville d'Ifondo. Il y a eu des quartiers qui ont été touchés. Plus précisément, ACI, vous avez le quartier Bakandi, vous avez également le quartier Mongongi et même les cimetières qui sont dans la ville. Et ça ne peut qu'interpeller les acteurs politiques que nous sommes. Parce qu'il s'agit là pour nous de mettre en exergue une mission que la population nous a confiée, qui est celle de plaidoyer à son nom, d'alerter les autorités habilitées. C'est la mission que nous exerçons, et conformément au règlement intérieur de notre pays. D'où l'intérêt pour moi de participer à cette interview. Alors, vous avez certainement commencé déjà à répondre à ma prochaine question. Au-delà d'Ifondo, quelles sont les localités touchées ? Bon, au-delà d'Ifondo, vous avez le district de Dangou qui est touché, vous avez le district de Bétou, mais je voulais quand même rectifier une chose. Je ne suis pas conseiller départemental, mais je suis conseiller municipal de la commune d'Ifondo. Mais vu que je suis également conseiller du département à Likwala, raison pour laquelle il n'y a aucun gêne de parler aussi d'autres districts. Donc vous avez Infondo. Vous avez d'abord un fonds de commune qui est touché. Vous avez un fonds de district qui est également touché. Vous avez le district de Dangou qui est touché. Vous avez également Bétou qui est touché. Mais c'est exceptionnellement Epena qui n'est pas touché. Malheureusement, parce que chaque année, quand il y a des inondations dans le département de la Likwala, Epena est touché. Mais cette année-ci, Epena a été touché à un moment donné, mais au cours de ces pluies diluviennes, Epena n'était pas touché. C'était plus, là où c'était un peu plus grave, c'était la commune d'Infondo. Et comment les populations vivent cette situation? Bon, il faut dire qu'actuellement dans la commune d'Infondo, il y a des sinistrés. Parce qu'il y a des gens qui dorment à la Belle Étoile. Il y a des gens qui ont déménagé dans le quartier ACI. Et la chose qu'il faut relever, c'est que la population a un pouvoir d'achat faible.
Et du coup, lorsque vous avez ce genre de catastrophe, généralement, les gens dans la commune d'Ifondo ne construisent pas des maisons en matériaux durables. C'est des maisons un peu traditionnelles. Hein. Là-bas, c'est en terre battue, avec des tuiles traditionnelles, comme vous le savez. Et du coup, l'eau est arrivée au moins à 1 mètre. Vous imaginez les conséquences. Parce que lorsque vous construisez des maisons à des matériaux non durables, et quand il y a l'eau qui stagne dans les parcelles, dans les différentes parcelles que nous avons dans la commune d'Ifondo, ça fait de sorte que ces maisons risquent de s'écouler. Facilement. D'où les gens ont déménagé, ils sont allés habiter même dans des bâtiments inachevés. Actuellement, il y a certains sinistrés qui sont dans un endroit qu'on appelle Congo Bâtiment, tout simplement au rond-point qu'on appelle Place Rouge. Donc aujourd'hui, ça nécessite l'intervention du gouvernement, que le gouvernement, en complicité bien sûr avec les collectivités locales que nous sommes, que nous puissions déclarer aujourd'hui la zone catastrophe ou encore la période catastrophe pour que le gouvernement puisse assister la population devant ce fait-là. Parce que tout à l'heure, j'étais même en communication avec le maire de la ville qui est présentement à Ifondo, qui m'a dit que ils ont commencé quand même à enregistrer les ménages qui subissent un peu ce sinistre-là. Alors, il y a forcément des conséquences au-delà de ce que vous avez évoqué. Les activités économiques des populations sont-elles touchées? Bien sûr, vous avez les plantations, vous avez les images, vous allez regarder à Mozaka, là où les gens font les champs de cacao, c'est touché. Et il faut craindre que d'ici peu, nous aurons un problème de manioc dans la ville d'Ifondo. Parce que les champs sont inondés, les gens ne peuvent pas aller aux champs. Et vous savez que la quasi-totalité de la population, c'est une population paysanne. Et du coup, si le ministère de l'Agriculture n'intervient pas, c'est catastrophique. Nous interpellons le gouvernement parce que on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Nous avons aujourd'hui les gens qui ne peuvent pas aller au champ parce que il faut dire que dans la commune d'Ifondo, la particularité, c'est que les gens ne vivent que de l'agriculture un peu subsidiaire. Une façon pour eux de vivre, quelqu'un qui fait son champ, donc s'il a besoin du manioc, il va au champ, il a besoin de manger les bananes platon, il y va, il a besoin de manger un peu le saka-saka, il peut aller dans son champ, ainsi de suite. C'est comme ça que les gens vivent dans la commune d'Ifondo. Donc d'où l'intérêt pour le gouvernement d'assister cette population-là qui souffre. Le gouvernement va souvent au secours de ces sinistrés dans le département de la Likoala. Est-ce que l'appui du gouvernement aujourd'hui suffit au regard de la permanence de ces pluies qui occasionnent ces inondations? Bon, il faut dire que ça sera tout simplement une solution précaire, une solution d'urgence. Mais il faut régler le problème au fond. Et dans quelle solution? Solution à long terme. Mais parmi ces solutions, vous savez, il y a un problème d'aménagement des villes dans tous les départements du Congo et plus précisément dans la commune d'Ifondo. Et pendant la municipalisation de 2005, on n'a pas pensé canaliser la ville. Donc la ville n'est pas canalisée. Et vous savez que la terre d'Ifondo, c'est une terre argile. Et quand il pleut, généralement, il y a la boue parce que l'eau cherche à tracer son propre chemin. Du coup, il faut premièrement commencer par canaliser la ville d'Ifondo et il faut construire aussi les digues. Donc, on ne va pas trouver des solutions un peu définitives. Nous aurons ces problèmes-là chaque année parce que lorsque je suis en communication avec le maire de la ville, il me fait comprendre que nos partenaires américains qui aidaient le département de la Likoala ont refusé d'intervenir parce que chaque année, ils intervenaient pour ces mêmes problèmes-là. Donc, il faut trouver une solution définitive. Parmi ces solutions, il y a un problème d'aménagement de la ville qui s'oppose, il y a un problème de canalisation, il y a ici aussi construire des digues parce que le département de la Likoala, c'est le climat équatorial. Il pleut pratiquement chaque mois dans le département de la Likoala. À un moment donné, je me dis même que est-ce qu'il y a la saison de la Likoala. Ce qui est particulier de cette zone. Merci beaucoup d'être passé et vivement que cette situation soit résolue de manière durable. En tout cas, c'est un devoir pour moi, madame. Vous savez, il y a un adage africain qui dit lorsque l'œil pleure,
c'est le nœud qui coule. Donc du coup, nous ne pouvons que intervenir pour apporter notre pierre à l'édifice pour l'intérêt de notre commune. Merci beaucoup et à très bientôt. Du social encore dans ce bloc-notes, mais aussi teinté d'un peu d'économie avec la capsule d'Alphonse Ndongo. Vous l'avez réclamé, il est de retour dans Bloc-Notes, la capsule d'Alphonse Ndongo avec Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier. Bon retour sur Bloc-Notes, Alphonse. Bon, merci beaucoup Mélie-Rose, je suis très heureux de retrouver les internautes et voilà. Alors Alphonse, avec vous pour justement évoquer les 30 mois d'exécution du projet de société du président de la République, nous allons voir le volet économique et le volet social, mais aussi les récentes réformes au niveau de la Banque centrale. Alors déjà, 30 mois passés, est-ce que, sinon où se situe cette marche vers le développement au niveau économique et social ? Alors, vous savez, en économie, on dit souvent, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est un jargon usuel. Et en ce qui concerne donc notre pays, on sait très bien qu'à un moment donné, avec la dégringolade des prix du baril du pétrole sur le marché international, les principaux agrégats macroéconomiques se sont effondrés avec un taux, ce n'est même plus un taux de croissance, mais un taux de décroissance qui était donc, ça veut dire négatif, avec pratiquement tous les indicateurs qui étaient au-dessus. Vous avez vous-même suivi le niveau de l'endettement excédé du Congo. Aujourd'hui, 30 mois après, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que les chiffres, on se base sur les chiffres en économie. Il n'y a pas meilleur paramètre pour évaluer les performances économiques. Je constate que le taux de croissance qui était négatif est passé dans un premier temps à 1,7% pour s'établir en 2023 à 4%. Et que l'inflation, qui était franchement très élevée, au-dessus de la norme communautaire, et d'ailleurs, je signale à toute fin utile que le Congo est le seul pays de la sous-région, de la zone CEMAC, donc, qui a un taux de croissance contenu dans les proportions communautaires. Peut-être qu'il faut le dire, le Cameroun a par exemple un taux d'inflation qui est de 7,7, tandis que le Tchad a un taux d'inflation qui est de 7,5, le Gabon est à 4,2, la République centrafricaine est à 5,2, tandis que la République de Guinée équatoriale se situe à 4,1, ce qui fait que le Congo est donc le seul pays de la sous-région qui quand même, il faut le reconnaître, se retrouve avec un taux d'inflation qui est dans des proportions communautaires. Mais cela ne veut pas dire que, voilà, une fois qu'on a un taux de croissance de 4%, les problèmes sont finis. Je relève à toute fin utile également que, c'est vrai, c'est le fruit non seulement de la reprise du programme avec le Fonds monétaire international. Vous le savez très bien que sous feu le Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme, le Congo n'avait pas pu faire prospérer son programme avec les 48 mesures. Et également, on sait aussi que on avait assez de soucis au niveau social, peut-être que nous y reviendrons, avec les retraites, des pensions de retraite qui n'étaient pas toujours payées. Et ce gouvernement
a quand même trouvé la parade. Pourquoi pas de dire, bon, mettons entre parenthèses le stock de la dette, mais regardons au temps présent. Et il y a donc ces indicateurs qui, quand même, ma foi, il faut le reconnaître, placent le Congo dans une situation aujourd'hui meilleure qu'elle ne l'était il y a quelques années. Il y a cette embellie économique, Alphonse, mais les populations ne ressentent toujours pas l'impact de ces différentes mesures, de ces différents chiffres aujourd'hui. Très bonne question. Alors, je vais essayer quand même de faire un feedback enfin, de ce qui évidemment est dit, ou bien on peut faire un retour en arrière. Souvenez-vous, lorsque le Congo a connu un taux de croissance voisin de 2 chiffres, en ce moment, on avait ressenti quand même, n'est-ce pas, les effets de la croissance dans les années 2010, 2012, 2011 en montant, tout simplement parce que le taux de croissance était quand même important. Les économistes disent, pour que l'on ressente vraiment les bienfaits d'une croissance dans un pays qui, on le sait, dépend de ses exportations du brut, comme le Congo, il faudrait que ce taux de croissance soit quasiment à 2 chiffres. Mais aussi, il faut qu'elle s'inscrive dans une certaine durée. Donc, la croissance du Congo, 4%, est récente. Nous étions l'année passée, je l'ai dit tantôt, à 1,7%. Nous sommes à 4%, mais il faut attendre que cette croissance s'inscrive sur une certaine durée, parce que les projections du Fonds monétaire international et même des agences de rating qui, évidemment, ont finalement validé la signature du Congo en disant que le Congo a quand même soigné sa signature, on présente des perspectives de croissance qui devraient se situer entre 5,5 et 5,8% en 2024. Donc, c'est encore très tôt et très prématuré pour dire, ben, écoutez, il y a la croissance, pourquoi est-ce qu'on ne la ressent pas tout de suite? Il faut un certain temps. En plus, il faut noter une chose, si on peut peut-être relever un fait, c'est que, par exemple, au niveau de la suspension, enfin, ou alors de carrément du retrait de la subvention produits pétroliers qui coûte à l'État quasiment près de, ou alors un peu plus de 300 milliards de francs CFA par an, je constate que le gouvernement a repris cet argent pour l'injecter dans les secteurs sociaux. Notamment, je pense qu'il y a des voiries urbaines qui se font comme dans une ville comme Pointe-Noire. C'est vrai, c'est encore insuffisant, mais ce n'est que de cette manière qu'un gouvernement peut travailler. Les gens, il ne faut jamais penser qu'une croissance consistera à ce qu'on vienne donner à chacun sa part, comme disait un président dans notre pays. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de pouvoir injecter cette partie d'argent pour, par exemple, payer. Je pense qu'il y a une amorce de solution pour payer une partie de la dette intérieure. Il y a des exigences qui concernent, par exemple, la relance de certains mini-chantiers ou de certains chantiers. Il y a autant de choses. Et là, je pense qu'il y a en perspective, si je m'en tiens, peut-être avec mes petites informations, je pense qu'on est en train de numériser les enregistrements des étudiants, mais cela, ça permet une certaine quantification et peut-être le gouvernement pourra aussi penser de leur bourse. Donc, ce sont des éléments qui permettent éventuellement de pouvoir mesurer l'importance d'une croissance, mais ce n'est pas tout de suite. Il faut, comme je l'ai dit, qu'elle s'inscrive sur une certaine durée et que, éventuellement, nous soyons dans la même dynamique. Alors, pour que cette croissance sinon s'installe dans la durée, il y a des réformes qu'il faut maintenir. Alors, on pense là à la réforme de la Cour des comptes. Quel intérêt? Bon, vous savez très bien que la Cour des comptes dans un pays joue un rôle de gendarme. Gendarme qui contrôle, n'est-ce pas, les finances publiques, la gestion qui en est faite, notamment, non seulement du point de vue de ceux qui sont à la manœuvre dans l'architecture ou dans l'écosystème des finances publiques, mais aussi il y a des contrôleurs, il y a aussi des sociétés mixtes, c'est-à-dire des sociétés qui ont une partie du capital de l'État. Et donc, à ce titre, il y a donc une réforme
cette réforme, c'est éventuellement pour donner à la Cour des comptes et discipline budgétaire une autre stature, parce qu'elle passe maintenant comme l'une des plus importantes institutions financières du pays, puisqu'elle est maintenant sous la coupole de la présidence de la République. Donc, elle n'est plus vraiment sous la coupole comme elle était à un moment donné, ou de l'exécutif, ou par exemple du législatif. Maintenant, elle est entièrement donc dans une situation où elle est à équidistant du pouvoir législatif, mais aussi du pouvoir exécutif. Ce qui lui donne donc certainement des pouvoirs plus étendus dans le cadre de la réforme des finances publiques dans notre pays. Alors Alphonse, l'économie c'est aussi au niveau sous-régional et régional. La Banque des États de l'Afrique centrale maintient aujourd'hui son taux directeur à 5%. Qu'est-ce que cela signifie et en quoi est-ce que cela peut être profitable pour les économies de cette zone? Alors, c'est une question assez technique. Je dirais que dans un premier temps, elle concerne les banques, mais aussi nous les consommateurs, et je vais l'expliquer. Qu'est-ce que le taux directeur? Le taux directeur, évidemment, c'est le taux que la Banque centrale propose à des banques primaires pour pouvoir aller s'endetter auprès d'elles, afin éventuellement donc de financer l'économie. Plus le taux directeur est élevé, moins les banques ne peuvent donc pas aller s'endetter auprès de la Banque centrale. Et comme vous le savez, les banques primaires ont donc pour mission de pouvoir financer l'économie à travers des crédits et autres moyens qui consistent à faire que l'économie vive. Alors, dans un contexte, par exemple, marqué par l'inflation que nous connaissons, que fait donc, par exemple, la Banque centrale? La Banque centrale préfère maintenir le taux directeur qui donc va faire qu'il n'y ait plus assez de circulation d'argent, n'est-ce pas, dans l'espace de la sous-région CEMAC. Ça veut dire que le taux le taux appliqué par la Banque centrale pour pouvoir donc disponibiliser des fonds sous forme de prêts aux banques primaires, ce taux étant très élevé, les banques ne peuvent donc pas aller s'endetter pour qu'il y ait encore plus d'argent en circulation, parce que quand il y a l'inflation, ça veut dire qu'il y a certainement plus d'argent en circulation, et cela entraîne donc ce qu'on appelle l'inflation. Donc ça, c'est une technique, et je peux vous dire que dans une dynamique mondiale, avec l'économie mondiale qui est quand même dans une situation, on le prévient déjà en 2024, quasiment de récession, et peut-être avec une baisse tendancielle de l'inflation, on est dans une situation où la Banque centrale préfère donc jouer sur les normes prudentielles et éventuellement donc permettre être dans la même dynamique. Si vous suivez l'actualité, ou les internautes qui sont plus proches, n'est-ce pas, ou les férus des finances publiques, savent très bien que la Banque centrale européenne, la BCE, a dû donc relever récemment son taux directeur qui est passé de 3,75 à 4%. Tandis que la Réserve fédérale, c'est-à-dire l'équivalent de la Banque centrale chez nous, en Afrique centrale, est restée aussi dans une situation prudentielle. C'est tout simplement pour lutter contre l'inflation. Merci Alphonse Ndongo pour toutes ces précisions. Merci Mélie-Rose, et à très bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la nouvelle page d'Alphonse Ndongo. Alphonse Christopher Ndongo, c'est bien cela? C'est Alphonse Christophe Ndongo. Alphonse Christophe Ndongo. Abonnez-vous massivement. Alors, c'est décidément une année riche pour les artistes féminines du Congo. Celle que nous recevons tout à l'heure, elle est humoriste et aujourd'hui nominée au prix RFI Talent. Il s'agit de Stéphanie Bluetooth. Nous la découvrirons tout à l'heure sur ce plateau, juste après ceci.
Elle vous a certainement fait rire devant vos téléphones portables. Alors, elle est nominée aujourd'hui au prix Découverte RFI Talent. Alors, Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que cela vous fait d'être nominée à cette compétition, à ce prix? C'est vraiment un honneur d'être parmi les nommés RFI Talent du Rire 2023. C'est quelque chose de grand. Parce que vous avez bien remarqué sur l'affiche, je suis la seule femme donc, dans toute l'Afrique. Donc, je suis vraiment émue, en tout cas. Alors, selon vous, quels sont les critères qui ont fait, parce que vous l'avez dit, vous êtes la seule femme sur ce tableau, quels ont été les critères qui ont fait que Stéphanie Bluetooth se démarque de toutes ces comédiennes, ces humoristes en vogue sur le continent? On ignore vraiment les critères, ce sont les présidents du jury et les autres membres du jury qui connaissent les critères. Mais ce qu'on sait, c'est le savoir-faire, c'est l'humour. Chacun a eu sa particularité qu'ils ont sûrement appréciée. Donc c'est ça. Et justement, l'humour de Stéphanie Bluetooth, comment est-ce qu'elle a défini? Mon humour est très particulier parce que je suis une artiste engagée sur beaucoup de choses. Par exemple, la grossophobie. Je suis contre la discrimination des gros. Je milite beaucoup pour ça. Je parle un peu de tout dans mon humour. Et je reste naturelle. C'est ce qui fait ma particularité. En tout cas, c'est ça. Et aujourd'hui, Stéphanie Bluetooth, c'est aussi une actualité. Quelle est votre actualité? Je suis en train d'attendre les résultats. Bon, comme tous les candidats, on attend les résultats, on ne sait pas qui va gagner. Mais là, je suis en train de travailler sur un one-man show ici. Parce que j'ai beaucoup été à l'international, j'ai fait des spectacles ailleurs. Et les gens ont l'habitude de se plaindre. Ils disent Stéphanie Bluetooth, elle joue à l'étranger. Elle joue pas au pays. Voilà, je ne joue pas assez ici. Donc, je suis en train de m'organiser pour faire un grand spectacle ici aussi au pays. À peu près quel mois? Est-ce que c'est en cette fin d'année puisque 2023 se dissipe? Est-ce que c'est l'année prochaine? Une petite fourchette? Ça reste une surprise. Mais ce qui est sûr, ça ne sera pas en cette fin d'année. Parce que l'année est déjà terminée. J'aimerais prendre le temps de faire quelque chose de grand et de beau que les gens vont vraiment apprécier. Alors, cette année a été quand même une année, j'ai envie de dire, très radieuse pour Stéphanie Bluetooth. Quel est ce spectacle qui a marqué l'humoriste elle-même? Vraiment, ça sera difficile de dire parce que j'ai fait par exemple Tarmac du Rire, qui est une grande plateforme d'humour. Donc je peux dire que c'est ça, mais je préfère dire que c'est mon one woman show parce que c'était à Abidjan. C'était pas évident de remplir la salle pendant 3 jours et tout, donc il y a eu beaucoup de complications, mais finalement ça s'est très bien passé, la salle était super pleine et vraiment jusqu'à présent je suis émue, ça s'est super bien passé. Donc je peux dire que c'est mon one woman show. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'humour féminin au Congo est encore à l'étape embryonnaire ou il y a une évolution considérable? En tout cas, il y a vraiment eu une évolution. Par exemple, moi, j'étais très étonnée de savoir que les gens m'appellent la révolutionnaire de l'humour congolais. Ça, je ne savais pas. C'était un honneur. J'ai dit, ok, si je suis la révolutionnaire, c'est qu'il y a eu une révolution, c'est qu'il y a eu aussi une évolution. Donc maintenant, là, je peux dire qu'il y a eu une très grande évolution parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais la seule femme. Je suis arrivée, il n'y avait plus de femmes et c'est moi qui ai commencé à donner cette envie aussi à d'autres femmes de faire l'humour. Et depuis peu, il y a beaucoup d'humoristes femmes aussi qui ont commencé à faire et qui vont déjà de l'avant. À côté du jury, pour ce prix, il y a aussi les votes, n'est-ce pas? Non, cette fois-ci, il n'y a pas de vote. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu pour le prix RFI Talent d'humour. Tout est basé sur les jurys. Le président du jury, c'est M. Michel Gourou. C'est lui avec tous les membres qui vont décider. Sinon, les votes ne servent à rien. Et je précise que si les votes servaient à quelque chose, je n'aurais pas gagné parce que je ne suis pas assez soutenue par mon pays. Ah, vous le croyez? Pourquoi vous dites ça? Mais parce que j'ai remarqué, par exemple, que sur les likes, j'ai été la dernière. Je suis plus aimée ailleurs. Les gens qui ont plus apprécié, qui ont plus liké, ce sont les étrangers. Moi, je ne suis pas très soutenue ici. Et justement, c'est pour changer la donne que j'aimerais plus m'imprégner dans l'humour congolais ici. C'est là un message à tout le public congolais de soutenir les artistes locaux. Alors, Stéphanie Bluetooth, peut-être un dernier mot avant de nous quitter. Vraiment, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Moi, qu'on ne voit presque pas ici. Donc, c'est un honneur d'être sur un plateau congolais et tout. Et je dis aussi merci à toutes les personnes qui me soutiennent parce qu'il y a beaucoup qui ne soutiennent pas, mais il y a aussi ceux qui soutiennent. Donc, je remercie ceux qui soutiennent, ceux qui sont toujours là pour apporter une pierre à l'édifice sur ma carrière. En tout cas, merci beaucoup. Là, on attend les résultats et je stresse beaucoup. On ne sait pas si je gagne ou pas, mais de toute façon, on est 2 Congolais. Donc, j'aimerais que la coupe revienne à
à la maison. Il y a aussi Dali Cardinal. J'aimerais que ce soit entre nous deux. Merci. La coupe reviendra certainement ou probablement au Congo, comme avec le prix découverte RFI, côté musique avec Jessie B 242. Justement, Jessie B, merci. Justement, Jessie B, c'est avec elle que nous bouclons ce bloc-notes. Merci d'avoir été avec nous. Ne quittez pas. Juste après, vous suivrez le dossier de la rédaction sur les nuisances sonores. C'est Jessie B, le prix découverte RFI Talent, qui est la dernière page de ce bloc-notes. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Que plaise au Très-Haut. Ok.